Tu te tiens dans la boue, les doigts encore tremblants, le visage noirci par la suie et la poussière du dernier tir. Les éloges viendront plus tard, disait-il. Mais les éloges n'éteignent pas le feu quand la corde de lin se rompt et que la pierre s'écrase trop tôt. Les éloges n'essuient pas les morceaux de chair de ton camarade collés à ton casque. Elles arrivent toujours trop tard, quand ton corps est déjà couvert d'éclats et de feu. Tu es portier de catapulte, ou plutôt urator ballistae, comme disent les ingénieurs. En clair, celui qui garde, ajuste et déclenche le monstre de bois et de tendons. Tu n'es ni soldat glorieux, ni ingénieur honoré, juste la main qui pousse la mort hors d'un bras géant. Ton travail ? Tendre, verrouiller, viser, prier que la corde ne se rompt pas, et recommencer jusqu'à ce que le général soit satisfait ou que ton bras lâche. Tu es né dans une bourgade poussiéreuse du Latium. Ton père cultivait le blé pour nourrir ceux qui, un jour, t'enverraient mourir plus loin que les dieux n'ont jamais regardé. On t'a enrôlé à 17 ans. Tu pensais manier le glaive, sentir la gloire du combat au corps à corps. Mais non, à la première inspection, ils ont remarqué la force dans tes épaules et ton calme pendant les détonations d'essai. Bon pour la catapulte, ont-ils dit. Tu n'as pas eu ton mot à dire. Et te voilà, des années plus tard, devant Avaricum, une ville gauloise perchée sur une colline. Le général César observe depuis la hauteur, impassible, pendant que toi et ton équipe assemblent le bras géant sous une pluie glaciale. Le lin gonflé d'humidité refuse de tourner, le bois craque. Tes doigts sont engourdis, mais si tu ralentis, le centurion crie « Plus vite, chien! César veut la pierre en heure avant midi !» Le sol tremble à chaque tir. Les projectiles sifflent au-dessus des têtes. Et quand ils touchent, ils font plus qu'écraser. Ils pulvérisent, ils effacent. La chair, la pierre, la boue, tout devient la même chose. Parfois, tu crois entendre des cris sous la pluie, mais ce sont peut-être juste des branches qui brûlent. Tu ne regardes jamais longtemps. Tu dois charger à nouveau. Les journées s'étirent dans la fumée et le fer. À l'aube, tu ressens encore la chaleur du bois sous tes paumes. À midi, tes avant-bras tremblent de fatigue. Le soir, tu manges une bouillie froide en regardant la corde se tordre lentement dans son cadre comme un serpent prêt à mordre. Tu sais que si elle cède, c'est toi qu'elle tuera le premier. Mais le pire n'est pas la peur, c'est l'attente. La catapulte ne dort jamais, mais toi si. Et chaque nuit, les cris reviennent. Les Gaulois brûlés vifs par les projectiles enflammés, les chevaux éventrés, les camarades arrachés par leurs propres machines. Tu rêves de pierres qui volent à rebours, de cordes qui se resserrent autour de ton cou. Dans les rares moments de répit, tu entends les officiers se vanter. Ils parlent de stratégie, de victoire, de gloire éternelle. Personne ne mentionne les portiers. Vous êtes invisibles, sauf quand la machine se brise. Alors là, tout le monde te regarde, cherchant un coupable. Un tir raté peut signifier une punition à la flagellatio, ou pire, être attaché devant le prochain essai. Pourtant, tu continues, parce que dans ce vacarme, il y a une étrange fierté. Quand la pierre quitte la cuillère et fend le ciel, ton cœur s'arrête un instant. C'est ton geste qui a déclenché la mort, ta précision qui a ouvert un mur, ta machine qui a plié une cité. Et quand les légionnaires applaudissent depuis la tranchée, tu ressens presque une chaleur dans la poitrine. Presque. Puis tu te rappelles que demain, il faudra tout recommencer. Et que si la corde cède, on n'applaudira plus. On ramassera juste ton casque et on rira de ta maladresse. La nuit tombe sur Avaricum. Le vent apporte l'odeur du feu, de la graisse et du sang. Tu t'assois près de la catapulte, caressant le bois comme on caresse une bête malade. Elle gémit encore, fatiguée des torsions, mais prête à tuer. Tu penses à César, à ses discours de gloire et de civilisation. Tu ris doucement. Si c'est ça la civilisation, alors la barbarie devait être un luxe. Tu fermes les yeux. Demain, à l'aube, tu tireras encore. Peut-être la corde tiendra, peut-être pas. Mais ce n'est pas la peur qui t'empêche de dormir. C'est le souvenir du sifflement parfait d'un projectile qui vole droit. Le matin suivant, la brume si dense qu'on pourrait la couper au couteau. L'air sent la graisse brûlée et la laine humide. Toi, tu tires encore les cordages, tu tends les bras du monstre jusqu'à sentir les veines battre dans ton cou. À chaque tour de manivelle, les fibres de lin crissent comme si elles hurlaient aussi. Et toi, tu hurles en silence. Tes mains ne sont plus des mains,
Ce sont des morceaux de cuir craquelé, tachés de sang séché et de résine. On t'appelle le portier, mais tu n'ouvres aucune porte. Tu ouvres la mort. Chaque fois que tu relâches la goupille, tu libères une bête invisible. La pierre siffle, la corde claque, et le monde tremble. Le général veut des ruines, tu lui offres des fantômes. Les jours se ressemblent tous. Bruit, tension, silence, puis cri. Il n'y a pas de gloire ici, seulement des calculs. Tu comptes les degrés d'angle, la tension des cordes, la direction du vent. Tu comptes les morts sans même les voir. À midi, tu manges debout, un morceau de pain noir trempé dans du vinaigre. Le centurio passe, l'air mécontent, ses sandales éclaboussées debout. Il te rappelle que César exige de l'efficacité, que chaque tir doit frapper plus loin, plus vite. Tu hoches la tête, tu dis « Oui, centurion », sans lever les yeux. Si tu réponds mal, la crosse de son bâton s'abat sur ta nuque. Si tu réponds trop lentement, c'est ton repas qu'on jette dans la fosse. Tu apprends à te taire, à respirer au rythme des catapultes. Le camp tout entier vibre sous la tension. Les marteaux frappent, les clous résonnent, les ordres se perdent dans le fracas des machines. Parfois, un éclat de bois te lacère la joue. Tu n'as pas le droit de saigner. Le sang attire les mouches, et les mouches viennent avant la gangrène. Alors tu craches dessus, tu frottes avec la poussière, et tu continues. La nuit, quand le feu s'éteint, les catapultes gémissent doucement sous le vent. Elles semblent respirer encore, comme si elles rêvaient de détruire. Tu dors contre elles, la tête appuyée sur le bois encore tiède. Il y a des hommes qui dorment contre leurs femmes, d'autres contre leurs chevaux. Toi, c'est ta machine. C'est elle qui t'écoute, qui t'épargne quand elle veut bien. Tu la connais mieux que ton propre visage. Mais la guerre use tout, les cordes, les bras, les nerfs. Pendant le siège de Gergovie, tu vois ton premier camarade mourir sans bruit. Pas sous les flèches gauloises, non, sous la catapulte elle-même. La corde, mal graissée, rompt en plein tir. Le bras du levier revient d'un coup et lui écrase la cage thoracique. On entend un craquement sec, puis plus rien. Son torse s'enfonce comme une amphore vide. Le centurio n'a même pas crié. On l'a remplacé avant que le corps refroidisse. Le lendemain, c'est toi qui prends sa place sur le siège du tir. Et tu comprends enfin la peur qui se glissait dans ses gestes. La peur de ne pas serrer assez fort. La peur d'être celui qui partira en éclats. Tu la ressens, cette peur, au creux du ventre, chaque fois que tu relâches la goupille. Les Gaulois ripostent parfois avec des frondes ou des flèches enflammées. Quand elles frappent les machines, c'est toi qu'on envoie les éteindre. Une main sur la corde, l'autre sur une amphore d'eau. La chaleur mord ta peau. Le lin fume, les tendons claquent. Si tu es lent, la catapulte s'effondre. Si tu es rapide, tu brûles avec elle. Tu choisis toujours de brûler. Et pendant que tu cries, tu penses à César, à sa voix calme, à ses discours devant les troupes. Nous apportons la lumière de Rome. La lumière, oui, celle des flammes qui dévorent tout. Tu ris dans ta douleur, un rire rauque, presque fou. Certains soirs, les légionnaires viennent boire près de ton atelier. Ils parlent de pillage, de vin, de femmes. Toi, tu n'as plus ces mots-là. Toi, tu parles d'angle, de tension, de portée. Tu pourrais parler à une pierre, elle te comprendrait mieux qu'un soldat. Ils te regardent comme un demi-fou, un artisan hanté. Peut-être qu'ils ont raison. Quand tu fermes les yeux, tu ne vois pas de visage, tu vois des trajectoires. Tu ne sais plus depuis combien de mois la campagne dure. Les Gaules changent de couleur, de boue en neige, puis en boue encore. Le bois pourrit, les cordes cassent plus vite. Les ingénieurs romains expérimentent de nouveaux matériaux. C'est toi qu'ils utilisent pour les tester. Les prototypes explosent, blessent, arrachent des doigts. Les ingénieurs notent les résultats sans lever la tête. Un jour, on t'envoie réparer une baliste tombée dans un fossé. La corde s'est coincée, tu dois te glisser dessous. Tu t'accroupis, tu cherches le point d'attache et tu entends un claquement sec. Trop tard. La détente cède.
le bras du levier s'abat. Tu sens une brûlure à l'épaule, puis plus rien. Quand tu te réveilles, ton bras pend comme un chiffon. On t'a recousu sommairement avec du fil de lin et un peu de vin pour anesthésie. Le lendemain, tu es de retour au travail. Pas parce qu'on t'a ordonné, parce que tu ne sais rien faire d'autre. Tu tires, encore et encore, et à chaque coup, tu sens le bois vibrer comme un cœur vivant sous tes doigts. Tu ne sais plus si c'est toi qui fais bouger la machine ou si c'est elle qui te fait bouger. Le sillage arrive à son apogée. Les machines grondent comme des bêtes affamées. César, immobile sur la hauteur, regarde la ville ployer comme on regarde une marionnette sous son pouce. On sent que quelque chose de définitif se joue. La ville tombera ou elle poussera les Romains à rompre. Pour toi, il n'y a plus de petites décisions. Chaque tir peut décider d'un homme, d'une rue, d'une vie. Tu as appris à mesurer le monde en pouces de visée et en secondes avant l'impact. La veille de l'assaut final, l'ordre tombe. Tir ciblé toute la nuit pour démoraliser les défenseurs. On huile les axes, on resserre les nœuds, on marque la trajectoire. Tes mains sont calleuses au point que le lin ne te brûle plus. C'est ta peau qui se fond au cordage. Les camarades partagent des rires secs, des jurons, des gorgées de vin qui n'atteignent rien. L'acier des épées dort sous le soleil, mais vos mains n'en ont peu faire. Elles savent que leur service est différent, moins chanté et moins lavé de la poussière de la gloire. La nuit, les premiers tirs sont parfaits. Les pierres tombent avec un bruit de tonnerre. Les toits s'ouvrent comme des fruits pourris, la fumée monte et colore le ciel. Les Gaulois repoussent, puis rassemblent des bûches, puis résistent encore. Tu sens la satisfaction comme un goût métallique. Tu te dis que tout cela servira à quelque chose, qu'on racontera ton geste dans des discours, qu'on gravera peut-être une ligne sur une pierre. Mais les éloges, tu le sais bien, aiment se faire attendre. Alors que l'eau bracle les nuages, l'alerte sonne. Des renforts ennemis approchent d'un flanc non gardé. Une embuscade, disent les éclaireurs. César tire ses troupes pour colmater la brèche. L'ordre tombe sur le camp comme une pierre lourde. Il faut faire feu encore plus fort pour couvrir la manœuvre. Vous poussez les machines au maximum, vous surchargez les cuillères, vous alimentez de boulets trempés d'huile pour créer une pluie de feu. Le bois gémit sous la contrainte, les tendons hurlent. Tu sens, cette fois, que l'horloge est trop tendue. Les cordons vieillis, plusieurs étaient déjà fêlés. On les a consolés avec des lanières de cuir, on leur a dit des prières d'artisans. Ton doigt reste trop longtemps sur la goupille et quelqu'un te claque la main. « Allons, chien !» Le centurion crie comme s'il tirait lui-même. Tu relâches. La pierre part. Ce n'est pas la pierre la plus lourde que vous ayez tirée, mais c'est celle qui tue l'avenir. À mi-parcours, tu entends un craquement aigu, contrarié, comme la corde qui chante sa dernière. Le bras revient d'un coup et le guide de frein cède. Une volée de copeaux d'1 mètre traverse l'air. Ton camarade, celui qui est venu de la première équipe, n'a pas eu le temps de se jeter. Le bois le frappe comme un tronc. Il est projeté, roulé, ouvert. On entend des os brisés comme des branches mortes. Le centurion ne cille pas. Les hommes autour de la machine hurlent, mais l'ordre continue. Recharger, tirer. Tu hésites. Ton cœur bat dans la gorge. Tes doigts tremblent, mais tu remets une pierre en place. Le combat pour la ville est déjà engagé. Si vous cessez, les défenseurs vont bondir et prendre le camp à revers. L'instinct de survie se débat avec l'instinct du devoir. Tu n'es plus sûr de quoi est fait le devoir, ni si la vie que tu sacrifies appartient encore à quelqu'un. Puis, vient l'instant où la justice et la politique se mêlent. Un messager arrive, les sandales glissantes debout, le visage blême. Il porte un rouleau scellé. On l'ouvre devant César. La nouvelle est brève. Des alliés gaulois, des ennemis du camp ont été vus. La loyauté vacille. On murmure que certains fournisseurs du camp ont vendu des vivres à l'ennemi. Des regards se tournent vers les plus faibles, vers les étrangers, vers les manœuvriers. Le lendemain, sur ordre du commandement, on arrête plusieurs hommes. Ils disent qu'il s'agit d'espions. On monte un tribunal de fortune. Les preuves tiennent sur des mots, des soupçons, des comptes mal tenus. Tu regardes l'un d'eux. C'est le machiniste qui t'a appris à nouer les nœuds, celui qui chantait quand il graissait l'axe. Il a les doigts tachés d'huile et les yeux d'un homme qui n'a jamais été accusé de trahison. Il le lit et le place devant la foule comme une cible. On a besoin d'un exemple. La discipline de César est réputée, et il ne laisse rien au hasard. Le verdict tombe vite. Exécution. Les légionnaires exécutent avec une précision presque militaire, et toi tu regardes, figé. Le machiniste implore.
Sa voix se perd dans les paupières de la troupe et dans le grincement d'une machine que l'on réarme. Tu pensais que tu pourrais rester extérieur à ces décisions, que ta tâche technique te protégerait. Mais la machine ne connaît pas la pitié. La sentence a un goût de poudre dans la bouche du camp. Elle vous rappelle que vous n'êtes que du bois et des cordes, remplaçables, et que Rome ne pleure pas ses accessoires. Après l'exécution, on remet les chaînes aux catapultes. Les ordres reprennent. Tu reprends ta place. Le clou du destin vient lors de l'assaut final. Les Gaulois, acculés, se jettent hors des murs en une mêlée de feu et de désespoir. Les légionnaires chargent. Les machines tirent avec une rage concentrée. Tu as l'impression d'être sur un fil, comme un homme suspendu entre l'honneur et l'absurdité. Une pierre frappe un rempart, un cri monte, puis une autre, puis tout s'effondre. Les Gaulois se rendent, les derniers se replient ou meurent. La victoire sent le sang et la pourriture. César proclame l'ordre, on chante, les trompettes jouent la paix de Rome. Les officiers se félicitent, se serrent la main, on parle de vaillance, d'ingénierie, de chiffres. Combien de tours, combien de morts, combien de ruches de butin. Aucun nom de portier n'est prononcé. On efface les traces, on consolide les pierres, on prépare la marche suivante. Tu reviens vers la catapulte, là, et tu trouves une lettre sur ton banc, une convocation. Tu montes, tu attends. On te fait défiler devant César, il te regarde, ses yeux froids comme l'acier. Il t'adresse la parole d'une voix mesurée. Il énonce que la discipline et la loyauté sont sacrées, et que la chaîne humaine a failli. Tu avales, tu te tiens droit, tu attends les éloges, l'ordre de laurier, peut-être l'aubonne promise aux artisans de guerre. Au lieu de cela, on te rend responsable du dernier incident, des copeaux qui ont fendu ton camarade. Tu n'as pas vérifié les cordes, dit-on. On te cite des manquements, des retards, des doigts déplacés. Le procès est bref. Le colonel cherche un bouc émissaire pour rassurer les autres. On te marque pour négligence. On te retire ton sang bleu. Non pas le sang, mais le statut. On promet que l'Empire ne pardonnera pas. Tu sens la main qui te retire l'honneur comme on arrache une bande de cuir. La sentence est banale et terrible. Exclusion, fouet public et remise au travail sous surveillance renforcée. Il te laisse la vie, car Rome a besoin de tes bras, mais il t'enlève ta dignité. Il casse ce qui restait de toi. Les jours suivants, on te punit en public. Les coups claquent, la peau se déchire, les mouches s'installent. Les hommes qui te frappent te regardent comme un objet brisé. Après la flagellation, on te jette à la catapulte, les chaînes plus serrées, le travail plus dur. Tu travailles alors comme un automate. Chaque pièce grisée te rappelle ton nom qu'on a effacé. Tu cherches une raison de continuer. Peut-être la survie. Peut-être la certitude que tant que la machine fonctionne, tu as une utilité. Mais l'utilité ne vaut pas l'honneur. Elle n'offre qu'une place dans la chaîne. Tu comprends que tu as été changé en un rouage visible, exposé, et que le pouvoir te lira comme un exemple. Les années passent. Les victoires s'alignent comme des pièces de monnaie. Ton visage vieillit, tes mains se parent de nouvelles cicatrices. Le temps finit par te réserver la même chose qu'à d'autres, l'oubli programmé. Un matin, on t'avertit quand t'enlèves du service actif. Pas parce que tu es rendu, mais parce que la machine a besoin d'autres bras plus jeunes, moins marqués. On t'offre un maigre pécule, un sac de blé, une paillasse dans un hangar. On te guide vers la porte. Tu quittes le camp, les épaules plus courbées. Le monde que tu as servi continue de bouger sans toi. Les cités tombent, les triomphes se succèdent, et César inscrit ses conquêtes sur des plaques de marbre. Les historiens écriront des lignes sur des stratégies et des généraux. Peut-être qu'un secrétaire notera le rôle des machines, mais jamais celui d'un portier. On n'écrit pas l'histoire des doigts qui tiennent les cordes. Assis au bord d'une route de terre, tu regardes le bois des catapultes disparaître à l'horizon, silhouettes noires comme des fantômes. Tu caresses un morceau de corde que tu as conservé, tu sens les fibres usées et la poussière des batailles. Il y a un goût amer dans ta bouche, l'amertume de la reconnaissance qui n'arrive jamais. Tu repenses à la phrase qu'on vous avait dite à la première inspection. Bon pour la catapulte. Bon, oui, mais pas bon pour les chroniques. Avant que la mémoire ne s'efface, tu te rends compte d'une vérité plus large. Rome a besoin de mémoire sélective. Elle magnifie les chefs, oublie les coulisses. Elle érige des statues pour des hommes qui ont donné des ordres et balaie d'un revers les mains qui ont tenu la corde. Tu ris légèrement, un rire sans joie, et tu penses à César marchant au milieu de la victoire, déjà préoccupé par la suivante. Il n'aura pas à se souvenir de toi. Tu te lèves, tu ramasses la corde,
tu la jettes sur ton épaule et tu marches. Pas vers la gloire, mais vers la survie. Peut-être trouveras-tu un champ, une grange, un endroit où on te paiera pour réparer une roue. Peut-être pas. Peu importe finalement. Ce que tu prends avec toi, ce sont des images. Le sifflement d'un projectile, le goût du fer, le poids du blâme. Elles te suivront plus que n'importe quelle bannière. Épilogue. La morale amère. Des siècles plus tard, quand des hommes raconteront la conquête, ils parleront de César, de lignes sur la carte, de batailles rangées et de lois nouvelles. On dressera des mémoriaux mais pas une stèle pour toi. La machine restera, et d'autres mains la remplaceront. Pourtant, il y a quelque chose d'universel dans ton sort. Partout et toujours, il y aura des portiers. Ceux qui tirent les ficelles, nettoient le sang, retiennent la mort. Ils ne demandent pas d'altère ni d'inscription, juste un morceau de pain et un regard qui dit « Je t'ai vu », mais Rome n'est pas bonne pour voir les visages fatigués. Tu finis par te demander si la véritable victoire n'est pas dans ce petit éclat de conscience qu'on garde malgré tout. Ce souvenir intime d'avoir peut-être sauvé un frère d'armes, d'avoir permis à la cohorte de se dresser. Les éloges arrivent trop tard, oui, mais quelque chose de plus ténu reste. Le geste humain inscrit dans la fibre d'une corde, le souvenir d'une main qui n'a pas failli tout à fait. Et quand les générations parlent, peut-être qu'un poète sans grade écrira une ligne quelque part qui parlera d'un homme aux mains de cuir et au regard creusé, qui ouvrait la mort pour que d'autres vivent. Ce n'est pas l'honneur officiel, c'est une autre forme d'épitaphe, plus humble, plus vraie.